Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire WebPerf et SEO. Quel résultat avec Julien, directeur SEO de Rakuten, et Stéphane, notre fidèle CEO, toujours présent à nos webinaires. C'est Bonjour à bien, ouais. tous. Vaut mieux que je sois là puisque c'est moi qui les présente. Donc, c'est quand même mieux, ouais, je Ouais, pense. c'est mieux. Je vous propose qu'on démarre dans 2 petites minutes, le temps de laisser arriver les retardataires. Bonjour tout le monde. Il y a des noms qu'on reconnaît. Ouais, j'ai même mes confrères aussi. Ouais, il y a des noms qu'on connaît, effectivement. Euh, Avant de démarrer, petite information, vous avez donc le chat pour échanger évidemment. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions directement. Ce sera plus simple pour nous à la fin de les retrouver et puis de les prioriser aussi parce que vous pouvez voter pour les questions les plus importantes selon vous, si jamais vraiment on était pris par le temps, même si on a pour objectif évidemment de répondre à toutes vos questions. On démarre dans quelques secondes, dès qu'il est 32. Attention. On m'entend bien? On me voit bien? On voit bien mon écran? Ouais, très bien. Ok, super. Oh, il y a des petits emojis maintenant. Trop bien. Trop bien. 13h32. Stéphane, Allez, Julien, je vous laisse la parole. c'est parti. Merci. Allez, go. Eh ben, ravi de retrouver des participants à un webinaire. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et donc, bonjour à tous, merci d'être là. On a 45 minutes, 15 minutes de questions comprises, donc on va, comme d'habitude, aller très vite. On va survoler pas mal le sujet, mais les questions sont là justement pour pouvoir creuser si jamais j'ai été trop vite sur quelque chose. Donc, on commence un peu par un agenda. Oui, voilà. Donc, on fera un petit rappel rapide en intro de ce que de Google et de la web perf. On parlera bien évidemment de ce qui nous occupe principalement quand on parle de lien entre web perf et SEO, c'est l'algorithme Google Page Experience. On pointera du doigt aussi, est-ce que on doit choisir de suivre les Core Web Vitals ou bien le Score PageSpeed. Et puis, je laisserai la parole à Julien qui nous racontera un peu comment il a initié les chantiers WebPerf chez Rakuten et surtout pour quel résultat. Et puis, si on a le temps, on fera un rapide état du marché des Core Web Vitals pour que vous puissiez vous situer par rapport à votre secteur ou par rapport à des secteurs plus globaux. Et ensuite, 15 minutes de questions. Rapidement, Fastorize, c'est qui on est. On est donc un éditeur SaaS français créé il y a quelques années maintenant. On fait du front-end optimization. Moi, j'ai été CTO de ducommerce.com, donc les sujets techniques m'intéressent très fortement. On traite aujourd'hui plus d'1,5 milliard de pages vues par mois et ça fait gagner beaucoup de temps à tous nos utilisateurs. Et on est partenaire, on publie un classement dans le journal du net tous les mois, justement par secteur qui est assez suivi et qui permet de se situer par rapport à la concurrence. On est partenaire de Google et on est aussi co-créateur, organisateur, sponsor, tout ce qu'on veut de l'événement Wheel of Speed qui nous tient beaucoup à cœur. On travaille avec tout un tas de e-commerçants dans un peu tous les domaines, de toutes les tailles, tous les secteurs. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas on n'a pas de secteur préféré. Bien sûr, le e-commerce est un secteur préféré, enfin, un type de site qu'on préfère. On a beaucoup l'habitude de travailler avec le e-commerce. On a une vision assez particulière, nous, de la web perf par rapport au reste du marché, parce que, bien évidemment, on est connu pour travailler dans la web perf, mais pour aussi apporter une réponse à tous les challenges de la web perf sous la forme de l'automatisation. On pense et on croit très fortement que il faut automatiser toutes les tâches parce que ça répond à un certain nombre de défis comme la gouvernance, le fait qu'il faille
que ça soit des chantiers en perpétuel recommencement, qu'il y ait de nombreux contextes clients, que les compétences, ça va du CSS à la couche TCP, aux couches de cache, etc. Et qu'en plus, eh ben, il y a plein d'acteurs qui interviennent pour construire le site. Tout ça fait que c'est un cas d'école pour l'automatisation et on est là pour ça, pour automatiser les bonnes pratiques. Voilà, terminer la page de publicité Fasterize et on peut attaquer directement maintenant sur la partie WebPerf et SEO. Donc la WebPerf et le SEO, ou plutôt la WebPerf et Google, hein, puisqu'on est en France, c'est vraiment un lien historique. Hein. La WebPerf, ça a toujours, et la perf au global, ça a toujours été un sujet qui était cher à Google, notamment dès le lancement de Chrome, où ils ont communiqué essentiellement sur la vitesse de Chrome. Il y avait des pubs dans le métro, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui parlaient exclusivement de vitesse. Aux environs de 2009-2010, il y a eu des initiatives et des annonces qui ont été faites pour dire la vitesse devient un signal de ranking. Donc, il y a Matt Cutts notamment qui avait fait une annonce, il y a eu un blog post là-dessus aussi en 2009. Donc voilà, mais ça c'est vraiment le démarrage de attention, la WebPerf, ça va devenir important pour le ranking. Et puis après, pendant plusieurs années, on n'a pas rien vu venir et enfin, dans les milieux des années 2010, 2015-2016, là, on a eu à nouveau plein d'annonces, donc plein d'expérimentations avec des espèces de labels Slow to Load ou Red Slow Label. On a eu plein d'outils aussi qui ont été créés ou sponsorisés par Google. On a eu AMP à ce moment-là, Lighthouse, PageSpeed Insight, etc. Donc là, on a vraiment compris que Google a investissé massivement sur ce sujet de la web perf. Et donc tout ça a fait que la vitesse, on a considéré que ça avait un impact sur le ranking, mais quand même quelque chose de difficile à caractériser, difficile de mesurer quelle sorte d'impact sur les rankings. Donc un site rapide, ok, mais rapide comment, etc. Et là, donc, c'est à ce moment-là qu'est arrivé en 2020, qui a été annoncé en 2020 l'algorithme Google Page Experience, donc dont on va parler. Donc là, justement à ce moment-là, ce que ça a changé le Google Page Experience, c'est pas tellement la philosophie, puisque la philosophie on l'a depuis 10 ans, hein, c'est l'importance de la vitesse pour le SEO. Dans ce qui a changé, c'est que désormais les critères sont clairement définis. Donc, dans Google Page Experience, on a notamment des Core Web Vitals. Je suis sûr que si vous êtes là, vous en avez forcément entendu parler. On va quand même revenir dessus, mais rapidement. Et ces Core Web Vitals, c'est vraiment ça qui est nouveau. C'est-à-dire que parce que ça permet de caractériser, de se mettre d'accord sur quelle métrique, comment on la mesure, etc. Et donc, c'est vraiment ça le changement, plus que est-ce que la vitesse ça a un impact ou pas sur le ranking. Et d'ailleurs, c'est pas seulement sur la web perf, hein, l'impact, hein, enfin, la source, c'est pas vraiment que la web perf, puisque on parle plutôt d'une partie de l'expérience utilisateur. Donc, même dans notre métier, on parle plutôt d'expérience utilisateur maintenant, plus seulement que de web. Donc, les Core Web Vitals, c'est ces trois acronymes hein, que vous connaissez, LCP, FID, CLS, qui mesure l'élément le plus grand qui apparaît, à quel moment il apparaît à l'écran, le FID qui mesure l'interactivité, et puis le CLS qui mesure la stabilité visuelle, et puis à chaque fois avec des intervalles pour nous dire si vous êtes en dessous, vous êtes bon, entre les deux bornes, vous êtes moyen, et au-dessus de la borne supérieure, vous êtes mauvais. Donc, vraiment, la nouveauté, c'est on a parfaitement défini ces critères, on sait les mesurer, on connaît comment Google les mesure, et ça change vraiment tout parce que ça devient enfin quelque chose d'actionnable. L'autre nouveauté, c'est que c'est pas seulement de la web perf, donc c'est plus réservé juste au Tecos, c'est aussi de la Tecos, il faut pas le prendre mal, je suis un Tecos. Ça, c'est pas réservé au Tecos, c'est aussi ça s'adresse aussi à l'expérience utilisateur. Donc, je pense que tout le monde connaît un peu ces indicateurs, donc je ne vais vraiment pas faire un cours dessus, on n'a pas vraiment le temps. Sachez juste que dans probablement pas très longtemps, le FID, qui est un peu une mesure école des fans pour les plus vieux qui ont connu cette émission,
Cette mesure-là, le FID, elle est quasiment bonne pour tout le monde. Pour ceux pour qui elle est mauvaise, il faudrait mieux bien s'inquiéter. Mais globalement, c'est pas une mesure qui est très discriminante. Et donc, c'est pas une métrique qui est très, très discriminante. Donc, il y a une expérimentation depuis plusieurs mois maintenant qui vise à remplacer, je pense, le FID par le INP, qui mesure pas le délai de réponse, mais le délai avant affichage de quelque chose suite à une interaction. Donc, une interaction, c'est un clic avec la souris, un tap sur un smartphone ou bien taper sur son clavier. Et donc, l'INP va mesurer le pire des délais d'interaction. Et s'il y a énormément d'interactions sur la page, il va calculer ce qu'on appelle un percentile. Il va prendre le percentile 98 ou 99, ça dépend. Mais donc, il va globalement essayer de trouver la pire expérience utilisateur en termes d'interaction au moment de l'utilisation de la page. Alors, on connaît les métriques. On connaît la façon de les mesurer, mais du coup, sur quelle mesure exactement se base Google pour faire rentrer ça dans son algorithme? On a les métriques, on sait qu'ils mesurent le LCP, le FID, le CLS, mais ils collectent ça comment? En fait, aujourd'hui, Google, il se sert des données qu'il collecte depuis les navigateurs Chrome des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le CRUX, le Chrome UX Report, et c'est ça qui est présenté aujourd'hui dans les tests PageSpeed Insight. Vous lancez un test PageSpeed Insight, vous avez ces premiers sortes de graphiques qui apparaît quand vous lancez votre PageSpeed Insight. Donc c'est assez simple à comprendre parce que globalement, il a simplifié les choses entre vert, orange, rouge. Et donc, pour que vous soyez bien, pour que votre site soit bien classé, il faut que vous ayez tous vos Core Web Vitals dans le vert. Et donc, comment on fait pour avoir tout vert, comme par exemple sur cet exemple d'un client qu'on a accompagné, il faut avoir toutes les métriques dans le vert. Donc là, vous voyez, toutes les métriques qui sont les Core Web Vitals, le LCP, le FID, le CLS, sont dans le vert. Comment on fait pour avoir une métrique dans le vert? C'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, il faut faire en sorte que ce point-là, qui représente le percentile 75, en gros, ça veut dire qu'il faut que 75% de mes utilisateurs soient en dessous de la borne qui a été définie comme étant la borne max pour être dans le vert. Donc, par exemple, pour le LCP, ça veut dire que ici, j'ai 75% de mes utilisateurs qui sont en dessous de 2 secondes. Donc, 2 secondes, c'est en dessous de 2 secondes et demie, qui est la borne supérieure pour être dans le vert. Et donc, j'ai globalement, mon LCP, il est vert. C'est la même chose pour le FID. La borne, c'est 100 millions. On est à 75% des utilisateurs qui sont à 18 millisecondes ou moins. Et donc, on est dans le vert. Et pareil pour le CLS. Donc, ça veut dire vraiment 75% sur l'ensemble des utilisateurs. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord améliorer les perfs de ces utilisateurs pour pouvoir améliorer ces perfs de référencement. C'est-à-dire que vraiment, pensez d'abord aux utilisateurs. Un point qui peut être aussi important, c'est que ce Chrome UX Report, c'est une sorte de ce qu'on appelle dans le jargon WebPerf, une sorte de Real User Monitoring, puisque on va collecter de la donnée d'utilisateurs réels. En fait, ce Real User Monitoring, il est tronqué. D'une part, toutes les pages ne sont pas dans le CRUX, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de visites sur vos pages pour qu'elles se retrouvent dans le CRUX, sinon il n'y a pas assez de points de mesure pour construire une distribution. Et puis, tous les utilisateurs ne sont pas dans le CRUX. Et oui, parce qu'en fait, on a ces métriques-là, elles sont réservées. En tout cas, elles ne sont implémentées aujourd'hui que dans Chrome. Et donc, par exemple, sur iOS, même si vous avez Chrome, ça fonctionne pas. Donc, ça veut dire que dans le CRUX, vous ne voyez pas tous les utilisateurs qui ont iOS, tous les utilisateurs qui sont sur Firefox, etc. Donc, ça peut avoir son importance. Par exemple, pour des sites de luxe, 80% de leur audience, c'est de l'iOS, 90% c'est du mobile. Donc, globalement, le CRUX, on peut pas dire qu'il soit représentatif. Et pourtant, comme c'est ça dont Google se sert pour
gérer introduire la web perf dans son algorithme, eh bien, il faut quand même travailler pour ces utilisateurs justement qui sont pas la majorité, qui sont pas représentatifs de l'audience. Avec ces Core Web Vitals, Google ajoute un quatrième pilier aux piliers existants que sont la structure, le contenu et la popularité. Donc, vraiment, on ajoute le quatrième pilier qui est l'expérience utilisateur. Et cette expérience utilisateur, elle va prendre de plus en plus d'importance dans l'algo de Google. Alors, je remercie Vincent Lehmann de l'agence Soleil Digital pour ce visuel, puisque je l'ai repris de notre conf qu'on a faite l'année dernière sur le sujet. Comme je trouve qu'il est très parlant, je ne me suis pas gêné pour le reprendre. Merci Vincent. Mais est-ce que ce pilier a la même importance que les autres? Autrement dit, si j'ai le site le plus rapide du monde, mais pas connu, avec du contenu pourri, organisé n'importe comment, est-ce que j'aurai toutes les premières places dans la SERP? Bon, vous vous doutez bien que c'est pas le cas, hein, sinon ça se saurait. Si faire un site comme ça, pourri mais rapide, ça permettait d'être premier dans la SERP, tout le monde l'aurait fait. Donc c'est pas le cas. Et donc c'est bien évidemment c'est important, mais c'est important dans un certain contexte. En fait, il faut bien comprendre que c'est un peu comme quand le critère HTTPS a été intégré à un moment donné dans l'algo. En fait, le critère vitesse, il va surtout servir à départager. C'est un peu ce qui s'est toujours passé d'ailleurs. Quand il y a 10 ans, les sites d'actu se battaient déjà pour répondre le plus vite possible sur la dernière news, 100 millisecondes, ça pouvait faire la différence à l'époque entre la première ou la 5e place. Là, c'est un peu pareil. Si vous êtes sur des requêtes concurrentielles, la différence, elle pourra se faire sur la perf, mais cette fois sur l'ensemble de vos utilisateurs. Parce que Google a détecté que la page qui potentiellement, ou le site qui potentiellement pouvait répondre à cette requête était classé plus rapide qu'un autre site. Du coup, c'est un peu plus compliqué que juste mettre du cache varnish pour répondre rapidement à Google. Là, il faut vraiment le faire pour les utilisateurs. Alors, cette définition de requête concurrentielle, ça correspond bien de fait avec le secteur du e-commerce, parce que là, tout le monde a à peu près les mêmes fiches produits, même s'il y en a qui font des choses un peu différentes. Mais là, pour le coup, la perf, c'est doublement important parce que pour améliorer les conversions, tout simplement, un site plus rapide dans le e-commerce, ça convertit mieux. Et puis, aussi potentiellement pour le SEO, parce que on est sur des requêtes très concurrentielles, et donc du coup, la perf va vraiment apporter un plus dans ce cas-là. J'aimerais juste redire que Google précise bien dans ses documents que la perf n'est pas l'alpha et l'oméga des signaux de ranking, donc des signaux de ranking. L'intention dans la recherche est toujours un signal très très fort. Donc même si la page elle est assez lente à se charger, et si elle a un super contenu, s'il est super pertinent, elle va continuer à être premier dans le réseau. Je pouvais pas faire ce petit exposé là sans parler de l'impact sur le crawl et de revoir un peu cet impact sur le crawl à la lumière de ce qui se passe en ce moment dans le web. Donc je pense que vous avez déjà tous vu ce genre de courbe qui sort de la Search Console. Hein. Quand mon site globalement répond mieux, Google va crawler plus de pages. Donc plus de pages crawlées, potentiellement, j'ai plus de chances d'avoir un résultat dans l'index. Bon, aussi plus de chances d'avoir des résultats noyés, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et puis quand le site se met à ralentir, boum, là on voit bien, impact le nombre de pages qui descend fortement parce que j'ai augmenté un peu le temps de réponse de mon site, donc impact immédiat dans l'autre sens. Donc ça c'est des choses classiques, on nous explique tout le temps ces histoires de crawl budget. Ok, c'est vrai, et c'est ça qu'on voit à l'œuvre sur ce coup. Et moi je voulais aussi vous montrer ça. Qui dit que c'est pas toujours vrai. C'est pas parce que vous avez une augmentation là on est passé de 200 millisecondes à 600, 400 millisecondes. C'est pas parce que vous avez une augmentation du temps passé par le crawler à télécharger vos pages que vous avez forcément
le nombre de pages crawlées qui va descendre. En fait, Google sait aussi adapter son budget crawl et pour un site qui vaut la peine. Bon, là, on voit que le nombre de pages crawlées par jour, hein, on est dans les 750 000, 1 million. On parle d'un très gros site. Donc, Google y apporte de l'importance. Si vous avez 10 pages crawlées par jour, je ne pense pas qu'on ait le même résultat. Donc, ça dépend aussi de l'importance, de la notoriété de votre site. Et Google passera le temps qu'il faudra s'il juge qu'il doit y passer du temps. Et l'impact sur le crawl aussi, il est double aujourd'hui parce que Google ne fait pas que du crawl basique. La nouveauté, enfin relative à la nouveauté, hein, qui me paraît importante maintenant, c'est que en termes de vitesse de crawl, c'est que Google fait un crawl, le Googlebot fait un crawl en 2 temps. La première, la classique, là, qu'on connaît tous, et puis qui pouvait déjà exécuter un peu de JS, mais là maintenant il y a un second crawler qui va faire du rendering avec je prends la page, je la mets en queue dans mon renderer, et puis d'ailleurs avec un délai qui peut être variable, et puis je vais mettre ça dans mon index. Et là, pour le coup, quand avec les sites qu'on fait actuellement, avec beaucoup de JS, on a vu l'explosion du JS sur les sites web, eh ben, faut faire doublement attention parce que ben, ces crawlers, ces renderers là, qui vont faire le render de la page, ils ont un temps limité. Donc, si vous avez trop de JS sur votre page, eh ben, cette partie-là, elle va pas jouer son rôle et vous retrouverez pas le contenu dans l'index. Donc là, vraiment, on rapproche WebPerf utilisateur avec quand on a trop de JS, ça joue sur l'interactivité et puis le SEO. Et du coup, là, juste mettre du cache varnish, là encore, ça suffira. Et dernier, je pourrais faire des heures sur le monitoring des perfs, mais c'est pas le sujet, mais juste cadrer un peu les outils dont on dispose quand on fait du SEO. Et donc aujourd'hui, le plus connu, c'est ce qu'on a tous sous les yeux, c'est la Search Console. Donc il y a aussi Data Studio, BigQuery, on peut faire du Google Sheet, linker des API, etc. pour récupérer les données du Crux. Mais bon, la Search Console, c'est quand même l'outil le plus pratique, ça a tout sous la main. La Search Console vous donne une vision des données du Crux en vous donnant des rapports sur des nombres d'URL qui sont rapides, moyennes ou bien lentes. Et donc, vraiment, elle se base sur les données du Crux. Il y a quand même plusieurs problèmes inhérents à cette façon de présenter les choses. C'est que le Crux, c'est des données glissantes sur 28 jours. Donc, en plus, on ne sait pas comment vraiment updater la version Search Console. Alors, du coup, bonjour pour faire le lien entre les modifs que vous avez poussés en prod et puis les changements dans les données, hein, parce que vous avez 28 jours glissants, donc un peu compliqué. En plus, les données sont présentées en nombre d'URL. Alors ça, c'est très SEO, mais c'est pas très ordre de grandeur web. Donc, dans ce cas-là, c'est très bien d'avoir cet outil, mais il vaut mieux utiliser des vrais outils de monitoring WebPerf pour faire ce travail, soit des outils de synthétique monitoring qui vont prendre la perf de tous les utilisateurs, soit des outils de ce qu'on appelle synthétique monitoring qui vont suivre la perf dans le temps, dans un contexte qui est bien défini. Et puis, le deuxième problème qui est inhérent à cette méthodologie, c'est que malheureusement, toutes vos URL ne sont pas dans le Crux. Et donc, il faut du trafic pour qu'une URL soit dans le Crux. Et donc, si vous n'avez pas beaucoup de trafic, vous êtes un peu aveugle. Et du coup, Google sûrement un peu aussi. Et là, ça peut même générer des incompréhensions. Donc là, j'ai le cas de mon client là qui est, on retrouve le cas de mon client qui a tous ses Core Web Vitals qui sont au vert, qui a 43 000 URL versus 2000 URL en poor. Et donc, il dit tout va bien, globalement, c'est sous contrôle. Mais quand il passe sur un autre report, donc ça veut dire que là, globalement, il y a Core Web Vitals over, ça veut dire que 75% de ces utilisateurs voient des Core Web Vitals over. Donc, par contre, quand il va dans le report des URL rapides, on lui dit qu'il a que environ 37% de bonnes URL. Et donc, du coup, il se pose la question, il dit, mais est-ce que je devrais en avoir au moins 75%, puisque le rapport du Crux me dit que je suis dans le vert, donc ça veut dire mon percentage 75 est bon. Je devrais au moins en avoir 75%. Et pourtant, ce report me dit que finalement, j'en ai que 37%. Un peu bizarre. Et en fait, je pense que ça s'explique par le fait que Google fait des groupements dans la Search Console.
et que même si vos URL sont pas dans le crux, si elle fait partie d'un groupement autour d'une URL qui est lente, eh bien, ces URL seront considérées comme lentes. D'où le décalage qu'on voit entre là, j'ai un nombre d'URL rapides ou un pourcentage d'URL rapides qui correspond pas normalement à mes 75% au moins d'URL rapide. Donc, c'est un peu subtil et c'est un peu comme ça aussi comme tout ce qu'on découvre sur l'algo de Google. Bon, alors vous allez me dire, on parle il faut que j'accélère parce que je suis un peu en retard. Vous allez me dire, on parle du Score PageSpeed Insight, mais on n'a pas parlé du Score PageSpeed Insight. On va parler rapidement du Score PageSpeed Insight parce que quand même, c'est un point important. Donc, en ce qui concerne le Score PageSpeed Insight, ça va être simple. Honnêtement, le Score PageSpeed Insight, quand on travaille dans la web perf, c'est presque le pire des indicateurs. C'est tellement un raccourci pour décrire de façon super succincte les perfs d'une page en faisant une seule mesure rapidement que ça n'a pratiquement pas d'intérêt. En fait, vous pouvez faire le test vous-même, hein, vous pouvez lancer 2 fois le test et vous verrez que des fois, il n'y a pas le même score, donc c'est assez variable. Bien sûr, si vous faites des grosses modifications, vous allez voir 6 mois après, vous verrez des améliorations. Mais en tout cas, ce score-là ne peut pas représenter toutes les situations que rencontrent vos utilisateurs. Donc, je suis au regret de vous dire que Google se fiche bien de ce score. Donc, je vais le répéter, ce score. Google ne se sert pas de ce score dans son algorithme. Allez, encore une fois, Google ne se sert pas de ce score dans son algorithme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous l'utilisiez. Ça ne veut pas dire que, justement, si ce score est mauvais, vous pouvez vous en servir comme un étendard à porter en interne ou bien comme d'une justification pour se lancer sur le chantier de la web perf. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la web perf. C'est vraiment utilisez-le comme porte-étendard. Et je crois que ça me fait bien le lien avec ce que veut exprimer Julien justement chez Rakuten sur ce sujet. Oui, alors en fait, le PageSpeed Insight, ça peut déjà ponctuellement, effectivement, parce que ce sont toujours des mesures ponctuelles, nous comparer à la concurrence pour savoir où nous nous situons par type de page. Voilà, moi, j'ai comparé nos fiches produits avec celles des concurrents pour mesurer les différences, les écarts entre notre PageSpeed Insight et la leur. Ça nous permet donc de nous situer, de nous faire une sorte de petit classement. Ensuite, ça peut valider le bien fondé d'un projet, le bien fondé d'un lancement de projet web perf. Voilà, si la note est vraiment basse par rapport à la concurrence, on peut se dire on ne répond pas aux standards qui sont actuellement observés chez les gros e-commerçants dans notre cas. Et aussi, et ça c'est intéressant lorsqu'on travaille sur des serveurs de recettes ou de pré-prod, ça nous permet aussi de mesurer quelles sont, mais toujours très ponctuellement, les optimisations qui fonctionnent le mieux. Donc tout à l'heure, je parlerai du déroulement progressif du projet, mais moi, ça m'a permis de se dire, tiens, voilà, ça nous a permis de gagner un petit peu à ce niveau-là, un petit peu à ce niveau-là. Et ça permet aussi, des fois, quand on se pose des questions, lorsque l'on voit la Google Search Console, où est-ce que, quand ce score baisse, se situe potentiellement le problème. Voilà. Mais ce n'est pas un KPI alpha et oméga, mais ça peut aider à montrer le bien fondé d'un lancement d'un projet WebPerf qui peut être. Donc du coup, justement, revenons-en au projet WebPerf que toi tu avais pour Rakuten. Hein. Explique-nous un peu comment ce que tu as mis en place. Donc, en fait, pour Rakuten… la première étape, là, qu'on voit, c'était de convaincre ta direction. Voilà, il a fallu que je justifie ce projet PERF. Ce n'est pas un projet anodin, c'est pas un projet… c'est un gros et lourd investissement. Mais bon, il fallait que je justifie. Donc, du coup, là, je vois qu'il y a, par exemple, le web page test. Voilà. Donc, déjà, sur l'aspect UX, hein, je l'ai justifié. Ça, c'est quelque chose qui est tangible immédiatement. Donc, on voit ici d'abord, ça commence par sans Fastorize et ensuite avec Fastorize. Donc, déjà, là, j'avais quelque chose de concret à
à montrer pour dire, voilà, Fastorize, en fait, nous fait gagner en LCP, c'est-à-dire que dès le début, bien plus tôt, là, je n'ai pas l'échelle de temps, mais on voit quelque chose apparaître. Donc déjà, voilà, sur l'aspect produit, sur l'aspect front, déjà, il y a un gain. Et puis ensuite, eh bien, il y a les divers communiqués de Google qui disent, voilà, il faut améliorer vos perfs. Voilà, donc voilà, j'ai convaincu grâce aux chiffres du PageSpeed Insight. Ouais. Et j'ai aussi convaincu avec l'aspect smoothie un peu du gain que l'on peut obtenir avec Fastorize. Là, en fait, ce qui illustre bien ce que je disais, c'est que on a utilisé le score PageSpeed dans le cas de Rakuten uniquement comme porte-étendard, c'est-à-dire vraiment, voilà, c'est un score qui est compréhensible par tout le monde, c'est rouge, c'est vert, où tout le monde comprend, et donc on a pu te fournir les outils pour que toi, en interne, tu portes ce message auprès de la direction. Et puis, ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'effectivement, on peut se comparer à la concurrence. Donc, on va aller taper l'URL d'une fiche produit chez nous versus l'URL d'une fiche produit d'un concurrent. Et puis, ça nous permet de nous situer au même instant au site que l'on souhaite dépasser en termes de score. Donc, ça nous donne aussi une petite indication sur… voilà, on veut passer devant, donc au moins sur ce score pour que tout le monde puisse comprendre voilà, ce que c'est. Voilà. Donc, et du coup, comment s'est passée la mise en place? Alors, bon, voilà, je vais juste situer Rakuten pour qu'on comprenne que c'est un gros site. Voilà, c'est un site qui a 20 ans, donc avec des fondations qui, elles aussi, ont 20 ans. C'est 100 millions à peu près de fiches produits. C'est 8 millions de listes, à peu près une douzaine de types de pages différentes, une grosse infrastructure relativement bien gérée, et c'est 15 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, on ne peut pas se tromper lorsque l'on lance un projet WebPerf parce que voilà, les conséquences peuvent être énormes et mauvaises. Donc, on l'a fait très progressivement. On l'a lancé par type de page. Donc, on a commencé par les pages, les types de pages les moins nombreuses, moins importantes. Et petit à petit, on a fait les listes produits. Donc, on en a à peu près 8 millions. Et ensuite, on a fait la fiche produit. Et à chaque fois, on activait les optimisations. Alors, c'est relativement facile avec le dashboard. On activait une par une les optimisations. D'abord, on a commencé par activer les images, donc l'optimisation des images, puis ensuite l'optimisation des JS, puis ensuite l'optimisation des JS et l'ordre, les diffères JS, et puis ensuite on a travaillé par exemple sur le cache et le smart cache qu'on a activé par exemple l'an dernier parce que c'était pour moi la feature la plus importante et peut-être celle qui pouvait avoir le plus d'impact. Et voilà, on l'a fait très prudemment. Et si on a utilisé Fastorize, c'est parce que le site, de par sa taille, en fait, rendait les tâches tellement complexes que ça aurait demandé beaucoup de temps à des développeurs. Pour s'occuper de la WebPerf, il aurait fallu peut-être 4-5 développeurs pendant 2 ans pour peut-être approcher le résultat que l'on a obtenu aujourd'hui. Donc voilà, on s'est dit on va passer par Fastorize qui le fera bien mieux que nous. Et puis, du coup, justement, pardon, je disais, et du coup, justement, résultat. Alors, le résultat, on va en parler peut-être sur la slide d'après. Voilà. Donc, on a lancé Fastorize progressivement sur plusieurs semaines, donc par type de page et par optimisation. Et on a gagné, en quelques mois, 40% de visibilité. Alors, j'ai affecté 25% de ce gain de visibilité parce que c'était vraiment dans le top 3 de nos gros chantiers SEO. Voilà, on a gagné 40% de visibilité en quelques mois. Et voilà, alors la visibilité, en gros, c'est notre présence dans Google. Ce n'est pas du ranking sur 3 mots ou 10 mots ou 100 mots. C'est 4 millions de mots. Et puis, chaque fois qu'on est présent, on regarde sur Google, on mesure la présence, donc le nombre de mots, le ranking et l'importance de ces mots. Voilà. Et on a gagné 25%. Donc là-dessus, je
Je suis plutôt assez fier du résultat. Et tout à l'heure, on parlait du crawl, mais on s'est limité à la Google Search Console. Mais la Google Search Console, elle va juste te dire, voilà, j'ai fait tant d'appels pour crawler votre site et j'ai réussi à en faire tant. Et là, ce sont les logs, en fait, c'est les logs. Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas forcément le nombre de pages crawlées, c'est le nombre de pages différentes crawlées, parce que s'ils tournent en rond, ce n'est pas la peine. Et aussi le nombre de pages que Google va découvrir. Alors nous, on a installé notre solution OnCrawl pour mesurer et observer les logs en 2019. Et on voit quand même qu'en juin ou juillet 2022, eh ben, il s'est mis à découvrir beaucoup de nouvelles pages qu'il n'avait pas vues depuis 2019. Alors, bien sûr, il y a des fiches produits, on sort des nouveaux produits, et voilà, des nouvelles fiches, des nouvelles URL, mais il s'est mis à découvrir un énorme lot de pages différentes, et ça nous permet, du coup, d'élargir notre couverture sémantique. C'est-à-dire qu'avant, il n'avait peut-être jamais vu une catégorie de produits, et puis tout d'un coup, il s'est aperçu que cette catégorie de produits, on l'avait, et qu'en plus, elle était bien achalandée. Et ça a beaucoup aidé aussi pour la visibilité. Voilà. Ok, cool. Et donc, si on doit conclure sur ce retour. Alors, en termes de visibilité, voilà, j'ai dit 25%, ça pourrait être 30%. Et en termes de trafic, bien sûr, parce que la visibilité, c'est un KPI. On a gagné pas mal de trafic significativement par rapport à l'année dernière. Ce que je tiens à dire, et là j'en suis plutôt fier, c'est qu'en termes de visibilité, ça m'a fait passer devant l'un de mes principaux concurrents. En termes de visibilité, c'était sur le mobile. Mais voilà, donc du coup, je suis passé devant mon ancien employeur, mais voilà, mais je suis passé devant quelques temps sur Searchmetrics. Voilà, on utilise Systrix et Searchmetrics pour évaluer notre visibilité. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que ça a été très simple à mettre en place. Vous nous avez pas mal accompagné, Stéphane, mais finalement, avec l'équipe infra, bien sûr, mais je vais simplifier. On a passé, notre trafic passe par chez vous, tout simplement. Vous avez activé, vous avez quand même mis un peu voilà, vous avez quand même fine-tuné les optimisations pour notre compte, et je crois que c'est pareil pour tout le monde. Et voilà, ça a été relativement rapide à mettre en place. Je pense que depuis le début du projet jusqu'à la fin, ça a dû mettre peut-être 2 mois. Voilà, 2 mois et demi. Voilà. On y a été très progressivement. Ouais. Et enfin, la conversion s'est améliorée. Alors après, j'ai des équipes commerciales qui bossent à fond pour avoir des bonnes offres, mais elle s'est améliorée. Voilà. Enfin, plutôt le chiffre d'affaires. Donc si on doit retenir quelque chose, je trouve que ce que tu nous disais, que ça fait vraiment partie du top 3 des optimisations SEO les plus bénéfiques, quoi. C'est l'une des plus massives que l'on ait faites en 2022, puisqu'elle concerne 99% du site. Hein. On n'a pas travaillé sur le tunnel de paiement. Et puis, ça a été très simple. On n'a pas squatté des ressources humaines indéfiniment. C'est-à-dire que voilà, on ne pouvait pas mettre 5 développeurs à plein temps pendant 2 ans, alors qu'eux travaillent sur des nouvelles fonctionnalités sur le site. Là, on a sorti un système de paiement qui fait du cashback. Voilà, du cashback. Donc, on a fait des trucs super sympas et on a préféré effectivement passer par vous pour la web perf. Je ne pense pas qu'on serait arrivé au même résultat en 2 ou 3 mois avec 5 devs. Alors, peut-être 2 ans, 3 ans, mais on n'avait pas le temps. Ok, cool. Écoute, merci pour ce retour, Julien. On va pas faire l'état des lieux sur les Core Web Vitals parce qu'on n'a pas le temps. On va juste conclure sur ce que fait Fastorize. Je voudrais rappeler très rapidement, ce que fait Fastorize pour vous tous qui faites du SEO. Donc aujourd'hui, Fastorize, c'est un CDN Next Generation qui tout le trafic passe par Fastorize et puis on va réécrire le code HTML à la volée pour y appliquer les bonnes pratiques web perf. Donc, on fait bien évidemment du cache, du CDN, etc. Mais on va aussi mettre en place toutes les bonnes pratiques pour améliorer les Core Web Vitals. L'autre chose qu'on sait moins, c'est qu'on travaille aussi pour le SEO. C'est-à-dire que
On a des fonctionnalités qui permettent de gérer les redirections, les rewriting. On a des fonctionnalités qui permettent de gérer facilement le robot TXT. On a une intégration forte avec Botify on Crawl pour pousser les logs chez eux. Et on a maintenant une intégration avec Speedworker pour améliorer encore plus vite, encore plus le crawl fait par les boîtes. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est que notre moteur qui est vraiment capable de faire beaucoup de choses puisqu'il réécrit le code HTML, et ben aujourd'hui on a changé notre moteur, on a modifié, étendu notre moteur pour faire ce qu'on appelle du Edge SEO, c'est-à-dire modifier en temps réel le code HTML, mais cette fois pour y appliquer des bonnes pratiques de type SEO. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Ben, on peut corriger les balises HTML, les titles, les méta, les H1, etc. En fonction du contenu de ce qu'il y a dans la page, aller chercher du contenu dans la page et puis le mettre dans un H1, un title automatiquement sur des millions de pages très rapidement à la fois. On peut gérer les redirections, on peut piloter le fichier robot.txt, on peut faire du maillage interne, de l'obfuscation, etc. très facilement. On peut rajouter du contenu d'une page, on peut rajouter de la pagination, on peut rajouter des tonnes de choses. Le moteur est très très souple, il permet de faire tout ça et justement sans mobiliser des ressources techniques qui peuvent être occupées à faire un peu plus de fonctionnel sur votre site. Et bien évidemment, on est toujours un CDN, donc on a toujours cette partie CDN qui vient avec ce produit Edge SEO. Et donc, si vous voulez aller plus loin que juste cette partie Edge SEO, eh bien, vous avez compris on fait aussi de la web perf avec notre solution SEO. Voilà, j'ai fini. Je suis désolé, on a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. Je suis désolé. Merci Stéphane, merci Julien. On sent que vous étiez dans un TGV. C'est allé très vite, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir partagé tous ces éléments. On a eu pas mal de questions pendant que vous parliez, donc je les ai triées par vote. Donc c'est parti, je vous les pose et on se prend quand même un petit peu de temps pour répondre aux questions. Donc, première question de Madeleine. Quand les mauvaises perfs viennent principalement des scripts externes, par exemple les publicités, peut-on faire quelque chose? On peut faire quelque chose, oui, on peut. Il faut ce que j'appelle dompter les third parties, mais c'est autant améliorer les perfs avec des bonnes pratiques. C'est très facile à optimiser et à automatiser. Autant dompter les third parties, on peut en faire une partie avec Fastorize, mais il y a beaucoup de choses on est obligé de faire manuellement parce que il faut aller voir chaque sort partie pour les challenger, etc. Donc c'est compliqué. Il faut aussi comment dire éduquer les utilisateurs de ces outils comme enfin les tag commandeurs, GTM, etc. pour nettoyer tout ce qu'il y a dans ces tags managers. Et donc c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est vraiment le travail qu'on fait en dernier quand on travaille sur la. Merci Stéphane. Alors, je prends juste la question avant celle de Idir. Peut-on tricher avec les Core Web Vitals, c'est-à-dire avoir un site pourri ailleurs en perf, mais bon en Core Web Vitals? Oui, on peut tricher. Oui, on peut toujours tricher. Euh, c'est quand même compliqué. Enfin, c'est compliqué. On peut facilement tricher sur le LCP. Après, le CLS et le FID, c'est très compliqué. Bon, et en plus, si je peux me permettre, on perd quand même. Enfin, il n'y a aucun gain à tricher en termes de conversion, en termes de navigation. Ouais. Voilà, donc ça enlève quand même pas mal d'intérêt. Avoir juste, ouais, exactement. Ouh là là, les votes, c'est la folie, ça change tout le temps. Est-ce que le SSR a un meilleur impact sur le SEO? Le SSR, est-ce qu'il a un meilleur impact que sur le SEO? Alors oui et non. Alors c'est-à-dire que sur le premier rendu de crawling, alors juste parlons crawl, juste sur le crawl, le premier crawler, lui, il va effectivement avoir plus d'infos directement dans le SSR, dans le HTML généré par SSR. Mais s'il y a des choses qui lui manquent parce que le SSR n'est pas suffisant et qu'il faut la réhydratation derrière pour avoir
d'autres informations. Mais cette réhydratation, elle peut prendre énormément de temps. Et là, pour le coup, Google, il la verra pas parce qu'il ne va pas lui allouer assez de temps dans la deuxième phase de crawl, de rendering. Donc oui, c'est plutôt bénéfique pour le SSR. C'est plutôt bénéfique pour le SSR, est plutôt bénéfique pour le SEO. Ça permet quand même de faciliter le travail de Google, et Google, il préfère quand il trouve facilement les infos, quoi, plutôt que quand il doit se battre pour aller les chercher. Après, il y a des technologies hybrides. Donc, je vous invite aussi à chercher hybride rendering, où c'est un mélange de SSR et puis de client-side rendering, et puis côté client aussi. Voilà. C'est un mélange des deux, et c'est bien aussi. Voilà. Merci. Candice qui nous demande quelles sont les métriques hors Core Web Vitals à prendre en compte pour les analyses de WebPerf selon vous? Moi, pardon, vas-y, Julie. Non, mais moi, je me suis beaucoup servi du nombre de pages crawlées différentes, du nombre de pages découvertes par jour. Et au final, le gain de visibilité. Et lorsque je perds un peu en perf, parce que parfois on fait une modif front et puis le crawl va diminuer un petit peu, la sanction reste assez immédiate. Voilà. Donc je me dis, voilà, je sais que j'ai gagné là, et puis dès que je perds un peu en perf, ça baisse. Et donc du coup, nous, parfois on fait des modifications de front et ça peut avoir un petit impact perf. Donc on arrive à évaluer la perf et ce qu'on peut perdre quand on perd un peu de perf. Voilà. Et nous, côté juste métrique web perf, on suit d'autres métriques que les Core Web Vitals. On suit notamment très précisément le time to first byte, donc globalement le temps de réponse serveur, puisque c'est toujours important que si le serveur répond pas, bah, vous n'avez pas de contenu sur la page. Le time to first byte, et puis le start render SCP, c'est le moment à partir duquel il y a un affichage sur la page, ou le démarrage de l'affichage. Et ça, c'est fondamental parce que même si vous attendez pendant 3 secondes avec une page blanche, bon, bah, c'est pas très bon en termes d'expérience utilisateur. Mais c'est pas forcément lié au SEO. Voilà, il y a le webpagetest.org, donc du coup, qui donne ces métriques. Quelle question nous reste-t-il? Le score PageSpeed Inside est-il lié aux infos de la Search Console? Non. En fait, c'est important de comprendre ça, hein. Le score PageSpeed Insight, c'est un agent qui va lancer un test dans un contexte donné, donc avec un Moto G4 et une connexion pas très bonne, et qui va tester une page donnée. Donc ça va vous donner un test dans de mauvaises conditions et ça va vous donner ce score. Et c'est OK, c'est entre guillemets valide dans ce contexte-là, mais ça ne dit pas la perf de tous vos utilisateurs. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de. Alors, vous pouvez pas avoir comment dire, un score de SpeedPeed de 1 et puis que des pages rapides dans votre Search Console. Donc il y a une espèce de relation. Un site lent, il peut pas avoir toutes ces pages lentes dans la Search Console et puis sans en page speed, en score page speed. Mais ça n'est pas, on mesure pas la même chose. Donc on mesure de la web perf de 2 façons différentes et dont une est extrêmement, presque caricaturale, ce score page speed. Donc c'est pas lié, mais on mesure deux aspects de la web perf de façon différente. Merci Stéphane. Il nous reste 2 questions. Johnny, qui malheureusement nous a quittés entre-temps, mais il verra peut-être le replay. Comment avez-vous défini l'ordre de priorité sur les modifications à apporter? Car j'imagine que chaque amélioration n'apporte pas forcément le même rendement sur la perf. Alors là, on parle de Rakuten, comment nous, on a priorisé. Alors en fait, on a fait par type de page, c'est-à-dire qu'on a commencé par les pages qui nous paraissaient être les moins sensibles en cas de problème. Il faut savoir qu'avec Fastorize, le rollback est instantané. On peut désactiver ou optimiser un type de page avec juste un clic. C'est-à-dire, ça ne marche pas, donc on clique et puis rollback. Et du coup, on bypass les optimisations. Donc, c'est quelques secondes. Et on a fait aussi par
par ordre de, enfin en tout cas nous, de précautions à prendre qui pourraient avoir un impact négatif sur le rendu des pages, le rendu utilisateur. C'est-à-dire qu'on a commencé par les images, on a dit tiens, on gagne sur les images, on va garder les images. Ensuite, on a commencé sur les JS, à travailler sur les JS. Ça s'est bien passé. Et ensuite, on s'est dit, voilà, c'est un ordre qu'on avait défini nous-mêmes avant le déploiement. Et ensuite, je crois, on a fait le web, le smart cache, donc qui permet de mettre en cache les parties statiques des pages. Donc voilà. Du plus safe au plus efficace, mais le plus dangereux à mettre en place, peut-être. Ouais, le plus dangereux à la fin. Plus touchy. Merci, Julien. Alice nous demande, techniquement parlant, comment Fastorize a pu optimiser le site de Rakuten? Tu réponds, Stéphane Techniquement parlant, je ne sais pas, il faudrait passer 50 minutes à expliquer ce que fait dans le détail Fastorize, mais en résumé, il y a 40 bonnes pratiques qu'on applique sur l'ensemble du site. Donc, en gros, c'est le principe, c'est vraiment un CDN. Donc, on est entre l'internaute et les serveurs Rakuten. Tout le trafic passe par chez nous et quand on reçoit une page des serveurs Rakuten, on va réécrire le code pour y appliquer toutes ces bonnes pratiques web. Réécriture donc qui se fait à la volée, ce qui signifie qu'on ne modifie pas le contenu d'origine, mais qu'on l'optimise. Voilà. Petite précision. Les images aussi. Et tous les éléments qui composent le site, bien sûr. Alors, les questions continuent. Charles nous demande si cette solution est compatible avec des builders tels que Elementor. Désolé, je ne sais pas ce que c'est. C'est un builder sur WordPress, si je me trompe. Mais oui, alors on est compatible avec n'importe quel type de techno qui nous envoie du HTML. Donc oui, c'est compatible. On prend les deux dernières questions donc de Michael et de Laurent. Michael qui nous demande pourquoi on ne modifie pas directement le contenu source. C'est trop difficile, c'est très compliqué par exemple pour nous. Encore une fois, le site, il a une vingtaine d'années, on l'a amélioré bien sûr au fil des mois. C'est 10 types de pages différentes. Ça demanderait plusieurs développeurs à plein temps sur plusieurs années. C'est pas simple, c'est pas comme changer une méta ou rajouter un bloc CSS quelque part en bas de page. C'est au niveau de la génération. Et puis de toute manière, ça marche beaucoup mieux avec Fastorize que si c'était fait à la maison. Donc voilà, c'est aussi par souci de. Il y a une question de disponibilité des ressources. Il y a une question d'expertise. Il y a une question de faire que on soit sûr qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. C'est-à-dire que on est sûr que même si on a optimisé d'un côté les fiches produits, tiens, on a refondu la page catégorie, on a oublié d'y mettre telle bonne pratique, etc. Avec Fastorize, on est sûr que c'est toujours impliqué, quoi. Donc bien sûr, on peut se dire que il faut tout faire entre guillemets au moment du développement. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Donc, il y a effectivement les organisations ou les sites sur lesquels on peut faire ça. Et puis, il y a énormément de sites sur lesquels c'est un peu plus compliqué à faire. Et on termine avec la question de Laurent qui est assez ardue, je trouve. Quelles sont les données, LCP, CLS, etc., qui ont le plus d'impact sur la transfo, le business, selon vous? Alors, moi, de mon expérience, je pense que ça n'est ni LCP, ni CLS, ni c'est, je pense, le speed index. C'est-à-dire que le speed index, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et qui est une métrique assez corrélée au LCP, qui mesure le rythme de remplissage de la page au-dessus de la ligne de flottaison. Je pense que ce speed index, quand il est très bon, on voit vraiment l'impact sur les conversions. Et lui, il englobe un peu aussi la notion de l'affichage arrive vite, donc on saisit l'attention de l'utilisateur, ça se remplit rapidement, on comprend que le site il est rapide. Donc du coup, on est vraiment sur de l'expérience utilisateur. Et si on complète ça avec une bonne interactivité, là, c'est tout. Il mesure la latence entre l'appel de la page et effectivement le premier affichage. Et c'est pour moi aussi le KPI à suivre.
Merci beaucoup, Stéphane et Julien. Un grand merci à toi, Julien, d'avoir pris le temps de co-animer ce webinaire avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci à vous tous aussi, les participants, pour votre participation. Voilà, je laisse les derniers mots à Stéphane et Julien. Et puis, je vous dis à très vite. Pour la partie qu'on n'a pas pu aborder sur l'état des lieux des Core Web Vitals sur les différents marchés, on va sortir dans les jours qui viennent une étude où on reprend ces chiffres. Donc, si vous voulez les voir, bah, écoutez, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer un email ou suivre toute notre actualité et vous le recevrez. Je vais conclure ma partie. Voilà. Donc, si vous avez des questions et si j'ai le droit ou si je peux y répondre, bah, vous avez mon LinkedIn. Voilà, je me tiens à votre disposition. Voilà, je respecterai un petit peu mes règles de confidentialité, celles que je m'impose, mais avec plaisir. Voilà, si vous avez besoin de mon avis, il n'y a pas de souci. Et ben moi, le mot de la fin, merci à tous. Merci Émilie, merci Julien pour ce témoignage. Merci pour le projet, le super projet qu'on a fait ensemble. Et voilà, je tiens juste, moi, ce que je voulais, c'était démystifier un peu le score Google PageSpeed, faire en sorte que ça ne soit pas l'alpha et l'oméga de ce que vous devez faire en termes de web perf. Il y a énormément à faire pour vos utilisateurs et ça aura un impact ensuite sur le SEO. Voilà, c'est ça mon message principal. Merci. Vous aurez le replay juste après cette session, si jamais vous en avez besoin ou si vous voulez le partager. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.